Bonjour à toutes et à tous merci donc aux organisateurs de ce séminaire pour m'avoir donné l'opportunité de présenter mes recherches. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important de revenir un peu sur la notion de portrait de pays et de restituer un peu la collection Petite Planète dans son contexte. Donc, les recherches actuelles ont fait ressortir un genre resté longtemps méconnu de la littérature viatique, n'appartenant ni au guide touristique ni au récit de voyage. Ce genre, désormais connu sous le nom de portrait de pays, s'est notamment développé, en ce qui concerne le monde francophone, durant l'entre-deux-guerres et davantage encore durant les Trente Glorieuses, sous la forme de collections d'albums phototextuels, généralement signés par des écrivains renommés. Dans leur ensemble, ces différentes collections de portraits de pays présentent toute une grande diversité entre elles, tant par leur maison d'édition, leur format, leur contenu ou encore le nombre et la qualité de leurs illustrations. Néanmoins, celles-ci s'articulent toutes autour d'un triptyque de thématiques communes, à savoir le temps, en évoquant notamment l'histoire et plus rarement l'actualité des pays concernés, l'espace, en présentant leur territoire, leur géographie, et les populations, en s'attardant sur leurs us et coutumes, leur culture, leur patrimoine. Au travers de ces trois thématiques, ces différentes collections essayent de dresser un portrait, plus ou moins fidèle et exhaustif, des pays présentés. Précisons d'emblée que le terme de pays est à prendre dans son acceptation la plus large et il peut aussi bien recouvrir des villes, des régions, des nations, des États, voire des entités territoriales plus importantes. Je songe ici à des ouvrages comme Méditerranée, édité par la Guilde du Livre, l'URSS, paru chez OD, ou encore L'Afrique des Grands Lacs de la collection Petite Planète. Parmi les différentes collections qui ont émaillé l'entre-deux-guerres et les Trente Glorieuses, citons notamment Les Beaux Pays, édité chez Artaud à partir des années 20, Le Monde en couleur, des éditions OD qui paraît à la fin des années 40 et son pendant plus luxueux, Les Portraits en couleur, toujours chez le même éditeur. Citons également les albums des Guides Bleus, pendant au célèbre Guide du même nom, édité par Hachette, ou encore une série de beaux livres sortis par la Guilde du Livre à Lausanne qui, sans être réunis sous une même collection, se rattache pleinement au genre des portraits phototextuels de pays. Au final, ce sont déjà plus d'une dizaine de collections qui ont été identifiées pour cette période, au point que les portraits de pays constituent un véritable phénomène éditorial. Au sein de ces diverses collections se trouve celle qui va nous intéresser aujourd'hui, la collection Petite Planète. Petite Planète est une collection publiée par les Éditions du Seuil à partir de 1954. Sa création s'inscrit au sein d'une offre éditoriale plus étendue composée de séries de vulgarisation dédiées à différentes matières. C'est le cas par exemple pour la collection Écrivains de toujours pour la littérature, Du temps qui court pour l'histoire, les biographies et les groupes sociaux, de solfège pour la musique ou du rayon de la science pour les matières scientifiques. À partir de 1956, toutes ces collections seront rassemblées sous le label Microcosme. Figurant parmi les plus populaires et les plus pérennes des collections Microcosme, Petite Planète se maintiendra jusqu'à la fin des années 80. Elle comportera au total 63 volumes, à quoi s'ajouteront dans les années 50 3 beaux livres sous l'appellation Album Petite Planète, dont les célèbres New York et Rome de William Klein, et à partir de 1977, 8 livres dédiés chacun à une ville différente sous la collection Petite Planète Ville. Dans le courant des années 60, certains volumes seront également traduits dans plusieurs langues, à savoir l'anglais, l'italien, l'espagnol et le néerlandais. Dès ses débuts, Petite Planète cherche à se démarquer d'ouvrages plus communs tels que les guides touristiques, les récits de voyage, mais aussi et surtout des autres portraits de pays. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la collection prend totalement le contre-pied des griefs reprochés par Roland Barthes, également auteur publié au Seuil, au Guide Bleu dans ses mythologies. Chris Marker, son premier directeur, la présente dans ces termes. Ni guide, ni livre d'histoire, ni brochure de propagande, ni impression de voyage, l'équivalent plutôt de la conversation que vous aimeriez avoir avec un homme intelligent et connaissant bien le pays qui vous intéresse. Suivant une logique de collection, les ouvrages composant Petite Planète partagent tous une série de caractéristiques communes. Ils sont numérotés, ont un format de poche, une pagination constante de 192 pages et sont vendus à un prix modique qui correspondra à peu près à 7 € actuellement. Tous sont généralement écrits par un ou plus rarement deux auteurs. Au moment où ils signent leur tome, ces derniers sont pour la grande majorité relativement peu connus, à quelques exceptions près, tel André Chédid, auteur du Petite Planète consacrée au Liban. Chaque volume est également richement illustré par une centaine d'images en noir et blanc, ou plus rarement en bichromie, de types divers, photographies, peintures, cartes postales, bandes dessinées, photogrammes, etc., et de sources variées,
agences photographiques, bibliothèques, magazines, collections privées, auteurs, éditeurs et j'en passe. Les livres de la collection Petite Planète évoquent tous un ensemble de thématiques plus ou moins communes, à savoir l'histoire, l'économie, la culture, la géographie, la politique et bien d'autres, avec une focale mise sur le présent, ce qui conduit à des mises à jour récurrentes lors des rééditions et une approche généralement progressiste, notamment par un positionnement fréquent contre les dictatures ou la colonisation. Ces différentes caractéristiques rendent la collection éditée au Seuil unique et différente de la plupart des autres portraits de pays, tout spécialement dans le traitement qu'elle propose du patrimoine, sujet qui va nous intéresser à partir de maintenant. Face aux autres collections de portraits de pays, Petite Planète se trouve souvent en décalage dans sa manière de présenter le patrimoine. En effet, la plupart des collections tentent de donner une vision hors du temps des pays qu'elles présentent. Pour ce faire, elle recourt notamment à une neutralisation de l'historicité, c'est-à-dire à une assimilation du passé et du présent afin d'en livrer une image intemporelle des pays. Ce type d'analogie est fréquemment utilisé dans différents portraits, notamment au travers des illustrations. L'Égypte face à face d'Étienne Sved et Tristan Tzara constitue un bel exemple de ce procédé puisque chacune des photographies qui le composent font cohabiter l'antique et le moderne par un jeu habile de juxtaposition photographique. Des exemples similaires peuvent également apparaître au sein des Petites Planètes, parfois pour s'en amuser. Toutefois, la collection éditée au Seuil s'attarde davantage sur le présent des contrées évoquées, sur leur actualité. Dans son volume consacré à l'Égypte, Simone Lacouture présente dans un chapitre d'une vingtaine de pages les 60 siècles qui ont précédé l'arrivée de Napoléon au pays des pharaons. Dans un second chapitre historique, d'une longueur équivalente, elle évoque l'Égypte moderne. Ainsi, son livre consacre autant de place à l'époque contemporaine qu'aux 60 siècles qui l'ont précédé et accorde au régime de Nasser autant, si pas plus d'importance qu'à toutes les dynasties pharaoniques. Dans cet ouvrage, comme dans d'autres, les monuments sont relégués au passé, l'historicité n'est pas neutralisée, elle est affirmée. Outre cette importance donnée au temps présent, la collection Petite Planète ne cherche pas non plus à transmettre une vision idyllique des pays évoqués. Les problèmes, qu'ils soient d'ordre politique, économique ou sociaux, sont toujours abordés sans retenue. Dans leur Espagne, par exemple, Dominique Aubier et Manuel Tunon de Lara expliquent d'entrée de jeu que, dans ce pays, on vit par l'esprit, mais le corps a faim, faim de présent, faim de pain, faim de travail et de sécurité. Ce volume n'hésite d'ailleurs pas à montrer des images de la guerre qui faisait rage, il y a moins de 20 ans, au pays de Franco, et des cicatrices qu'elle a encore laissées derrière elle. Ces clichés dramatiques ne figurent nullement dans d'autres collections de portraits de pays, de l'Espagne, tel celui proposé par la Guilde du Livre, ou celui de la collection Escale du Monde, éditée par la maison monégasque Les Documents d'Art, qui cherche davantage à donner de l'Espagne une vision pittoresque et intemporelle. Il en va de même pour le célèbre tableau de Picasso, Guernica, qui occupe dans ce Petite Planète une double page bordée de noir, couleur de la mort et du deuil. À ce titre, Roland Barthes, dans sa critique des Guides bleus, faisait déjà remarquer qu'en dehors des récits historiques proprement dits, récits dans lesquels les républicains sont toujours des extrémistes en train de piller des églises, mais rien sur Guernica, je signalerai la floraison d'un superbe mythe alibi, celui de la prospérité du pays. Cette focalisation sur le présent et cette volonté de ne pas offrir uniquement au lecteur une image idéale des pays se retrouve également dans la présentation du patrimoine faite au sein de la collection Petite Planète. Dans cette dernière, celui-ci demeure un objet parmi d'autres. Il n'est abordé que pour illustrer les différentes thématiques traitées par chacun des volumes. Ainsi, le patrimoine sous sa forme matérielle sera le plus souvent présenté dans des chapitres dédiés à l'histoire ou à la culture des pays évoqués. Toutefois, la collection ne s'attarde pas uniquement sur les monuments, œuvres remarquables et autres ruines architecturales. Elle évoque également d'autres types de patrimoine, comme le patrimoine immatériel et culturel présenté dans des parties consacrées à la culture ou à la société, ou le patrimoine naturel dans des chapitres portant sur la géographie et l'espace. Petite Planète envisage même, fait plus rare dans les portraits de pays, les patrimoines industriels et agricoles, souvent lorsqu'il est question d'économie. Ainsi, dans l'Irlande de Carmille Bournickel, après une présentation humoristique de la hiérarchie des péristyles de Dublin, une double page montre les usines de la célèbre marque Guinness. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir évoquer dans la collection des usines, barrages, ponts et autres constructions industrielles. Toutefois, ces éléments ne sont pas simplement mobilisés en tant que patrimoine industriel, mais parce qu'ils servent à présenter la modernité ou l'évolution économique d'un territoire.
Il existe au sein des différents ouvrages composant la collection et à l'intérieur même de ceux-ci de nombreuses manières de présenter le patrimoine. Généralement, contrairement aux illustrations, les textes des Petites Planètes se distinguent assez peu de ceux des autres collections. Il arrive même aux auteurs de signaler des choses à voir ou à ne pas voir, ou de conseiller des itinéraires de visite, sans toutefois prétendre à l'exhaustivité des guides touristiques classiques. La collection Petites Planètes s'écarte d'ailleurs largement des guides reléguant par exemple les modalités pratiques à quelques pages en fin de volume, comme on peut le voir ici donc, sur la présentation. Les musées espagnols dans le Petite Planète Espagne sont relégués sur 2 pages en toute fin de livre, et encore, tous les volumes ne présentent pas forcément les musées et les lieux d'art à voir, ou en ne fournissant qu'une carte trop schématique pour être pratique. De plus, contrairement aux guides, les auteurs donnent souvent à voir le pays hors des sentiers touristiques habituels. Dominique Fabre précise qu'au début de son ouvrage, qu'il ne parlera pas ici de la Suisse dont les agences de tourisme vantent les beautés. D'ailleurs, une critique plus ou moins explicite du tourisme se fait régulièrement sentir dans la collection, tout comme dans d'autres séries de portraits de pays. Ainsi, en évoquant l'île de Mykonos, Mimika Kranaki se rassure sur le fait que, pour l'instant, le tourisme n'a rien gâché. Si Daniel Fabre affirme que l'âge patrimonial coïncide historiquement avec l'expansion du tourisme, la collection Petite Planète ne met en avant ni l'un ni l'autre, au contraire, elle tend à s'en distinguer. Quand les auteurs évoquent le patrimoine, ils peuvent simplement le citer. Dans sa présentation des villes et régions d'Italie, Paul Le Chat, pseudonyme marquerien donné à Paul Langrand, signale par exemple certains monuments et sites remarquables. Le patrimoine peut également être décrit de manière plus détaillée, comme quand Mimika Kranaki nous convie presque à une visite guidée de l'acropole dans son ouvrage sur la Grèce. Enfin, le patrimoine peut également servir de mise en scène. Dans son Égypte, par exemple, Simone Lacouture narre sa découverte du temple d'Abou Simbel en pleine obscurité. Derrière la nuit, les montagnes aux 4 géants attendent que nous la sculptions. Passionnant de recommencer à la torche électrique le travail des artisans de Ramsès, de faire jaillir soudain, à une hauteur prodigieuse, une face couleur de chair qui surplombe la nuit. Le temple montagne s'anime sourdement, crève l'ombre de ses volumes insensés. Les géants se penchent vers nous et nous font grâce pour la nuit. Ces costauds de la montagne ont, en pierre et en mètres cubes, le sourire de la Joconde. C'est paradoxal, mais qui souligne davantage l'intérêt différent de la collection pour le patrimoine en tant que tel. Quand elle parle de ce temple, Simone Lacouture détaille relativement peu le contexte qui l'entoure. Pourtant, son livre paraît au moment même de la construction du barrage d'Assouan et du futur déplacement de plusieurs temples d'Abou Simbel, pour éviter leur submersion par les eaux. Si l'auteur évoque l'opération de sauvetage des temples, elle s'attarde plus longuement sur la création du barrage et relate à peine la mobilisation patrimoniale autour de la sauvegarde de ces monuments. Pourtant, cet événement donna lieu à une campagne importante de l'UNESCO pour la protection du patrimoine et même à un portrait de pays édité par la Guilde du Livre, Nubie Splendeur sauvée de Max-Paul Fouché. Si Simone Lacouture relate peu l'agitation autour des temples d'Abou Simbel, il arrive cependant à certains auteurs des Petites Planètes de prendre davantage position sur la gestion du patrimoine. Dans son Japon, Yefim regarde avec circonspection cette pratique bien japonaise qui consiste à reconstruire continuellement les sanctuaires et temples subissant l'usure du temps. Il souligne qu'il s'agit là d'une des pratiques les plus déconcertantes du Japon que de reproduire continuellement les facsimilés des édifices les plus célèbres. André Falk, auteur de la Turquie, regrette pour sa part la réapparition des inscriptions musulmanes au sein de Sainte-Sophie, alors transformée en musée par Atatürk, et se demande que font ces turqueries dans un musée byzantin. On dirait que nul ne s'interroge sur cette dissonance, cependant symbolique, et même dans les milieux les plus éclairés d'Istanbul, le sujet semble tabou. Quant aux auteurs de l'Espagne, ils défendent avec passion la corrida. Si dans sa présentation écrite du patrimoine Petite Planète ne diffère pas forcément de ce qui est pratiqué au sein d'autres collections de portraits de pays, son imagerie, par contre, se démarque davantage. Déjà, de par leur matérialité, les images de la collection du Seuil contrastent avec celles de la plupart des autres portraits de pays. En effet, beaucoup de collections proposent de belles héliogravures en gros format, voire occasionnellement des illustrations couleurs.
Petite Planète étant une collection de poches, les illustrations y sont de taille moindre. De plus, leurs reproductions ne sont pas toujours qualitatives. Les couvertures contrastent aussi avec celles des autres collections. Pour Petite Planète, elles montrent toujours des femmes ou plus tard des individus, là où d'autres collections recourent plus fréquemment à des paysages et des monuments célèbres. C'est principalement le cas pour les albums des Guides Bleus ou les Que j'aime des éditions Sun, par exemple. Mais le décalage entre les illustrations de Petite Planète et celles d'autres collections ne s'arrête pas à leur seule matérialité ou aux couvertures. Le choix même des images est également révélateur du parti pris de la collection du Seuil. Le lecteur sera notamment frappé de ne pas trouver, au sein des volumes sur l'Égypte, une seule image des trois grandes pyramides, Khéops, Képhren et Mykérinos. Les seules pyramides dont il devra se contenter sont les suivantes, à savoir un croquis représentant plusieurs pyramides, la pyramide de Saqqara ou encore quelques images plutôt amusantes qui notamment incitent à ne pas monter sur la pyramide sans l'aide d'un guide, qui présente un golfe anglais au pied des pyramides ou encore la famille Fenouillard qui visite les pyramides. Pourtant, les trois monstres de pierre sont bien évoqués dans un paragraphe par l'auteur. Bien sûr, au premier jour de notre arrivée au Caire, nous nous étions précipités à Gizeh. Khéops, Képhren et Mykérinos chantaient à nos oreilles. Et c'est presque sans surprise que nous reconnûmes la masse familière de la grande pyramide. Mais notre enchantement fut bien plus grand de découvrir nous-mêmes au-delà toute une enfilade de petites pyramides. A contrario, ces monuments typiques de l'Égypte figurent notamment en couverture de l'album des Guides Bleus et au sein de bon nombre de portraits de pays des pharaons. De manière semblable, l'Italie de Paul Le Chat ne contient aucune photographie du Colisée, du château Saint-Ange, du Panthéon ou même d'autres monuments romains majeurs, même si certains sont évoqués par endroits. Par contre, la moderne gare des Termini y a droit à deux clichés, l'un extérieur et l'autre intérieur. Il faudra attendre la fin des années 70 et l'apparition du Petite Planète consacrée à la ville de Rome pour voir apparaître ces monuments typiques et encore à travers des clichés qui le sont fort peu. Les autres villes italiennes ne sont pas mieux dotées et les vues de Venise ou de la tour de Pise restent peu conventionnelles et très éloignées de celles que l'on peut habituellement trouver dans d'autres portraits de l'Italie et de ses régions. Il semble donc que plus un lieu est connu de tous, ancré dans l'imaginaire collectif, au travers de clichés stéréotypés et moins Petite Planète le donnent à voir, ne le montrant que sous un angle particulier, voire le niant parfois complètement. Cette pratique contraste avec celle d'autres portraits de pays plus conventionnels qui ont tendance à accumuler les vues de paysages et de monuments typiques, certaines pouvant se retrouver d'un livre à l'autre. Donc là, c'est notamment une vue de Venise qui est presque reprise à l'identique dans différents portraits de pays. Et comparé à Petite Planète, encore une fois, qui va la présenter, qui va couper plus ou moins celui qui va la présenter sous un angle différent. Cette idée rejoint la présentation de Petite Planète faite par Chris Marker, dans laquelle il annonçait que de nos jours, on ne s'évade plus si facilement d'un monde désormais conquis et qu'un nouveau tourisme apparaît qui exorcise le pittoresque. Là où Roland Barthes soulignait dans ses mythologies que le guide bleu ne connaît le paysage que sous la forme du pittoresque. De même, l'humanité du pays disparaît au profit exclusif de ses monuments. Pour le guide bleu, les hommes n'existent que comme des types. L'auteur du Seuil poursuit, la sélection des monuments supprime à la fois la réalité de la terre et celle des hommes. Elle ne rend compte de rien de présent, c'est-à-dire d'historique. Et par là, le monument lui-même devient indéchiffrable, donc stupide. Cette citation nous amène à une seconde différence majeure entre la collection Petite Planète et d'autres portraits de pays contemporains. Dans leur iconographie, de nombreuses collections ont tendance à présenter des sites, paysages et monuments dans des images dépourvues de toute présence humaine. Les lieux y sont déserts, sans vie, peu voire pas de passants, encore moins de voitures ou tout autre signe de modernité. C'est comme si tous les éléments pouvant attester d'une présence du présent étaient niés. Les clichés deviennent intemporels, l'historicité, une fois de plus, est neutralisée. Et quand les habitants sont montrés, ils le sont plutôt comme des acteurs, des figurants, des stéréotypes. L'artisan à l'ouvrage, les paysans dans les champs, l'ouvrier à l'usine.
En évoquant les valeurs patrimoniales, Nathalie Heinisch utilise la valeur d'authenticité pour évoquer l'existence d'une continuité entre l'état actuel et l'état d'origine, associée à la notion de pureté ou de non-dénaturation. Ce concept d'authenticité peut permettre d'envisager une réponse à cette déshumanisation des lieux faite au sein de certaines collections. En présentant les objets patrimoniaux de la sorte, leur authenticité, leur pureté restent préservées. Ils ne sont pas dénaturalisés par des éléments extérieurs du présent. Pour Petite Planète, au contraire, l'authenticité repose dans le fait d'exposer le patrimoine tel qu'il est dans son contexte actuel. Par ce biais, la collection tente peut-être de ne pas flouer ses lecteurs comme Goethe l'avait été par les gravures des ruines romaines de Piranèse. Le romancier allemand, nourri d'estampes aux proportions exagérées, avait été déçu de constater que la réalité était bien inférieure à ses attentes. Au sein de la collection du Seuil, le patrimoine est généralement montré dans son contexte, au travers de vues triviales, au niveau du regard des hommes. Parfois, les monuments sont coupés dans leur intégralité, ou pris sous un angle inhabituel. La collection ne cherchera pas à masquer l'habitant qui, par exemple, étend son linge au pied de Sainte-Sophie. C'est dans son contexte présent et quotidien que le patrimoine se fait le plus authentique. Dans son texte, Nathalie Heinisch évoque également la valeur de présence des personnes, le sentiment d'une rencontre, d'un contact avec les personnes liées à cet objet. Elle explique que les objets patrimoniaux seraient en quelque sorte des reliques, nous reliant avec le passé. Dans le cadre de la collection Petite Planète, le contact avec le passé ne se fait plus par ces reliques matérielles d'un autre temps, mais davantage par des personnes du présent qui constituent de véritables intercesseurs avec le passé. Sans eux, les objets patrimoniaux seraient simplement stupides, pour reprendre l'expression de Roland Barthes adressée aux monuments. Si les volumes sur l'Égypte et l'Italie peuvent être amputés de leurs monuments les plus emblématiques, le long des pages de ces deux livres, Italiens et Égyptiens ne manquent pas, ni même les touristes. Ainsi, la salle des pas perdus de Termini est emplie d'une foule, tandis que les touristes s'immortalisent toujours devant le Sphinx. De cette manière, le patrimoine est non seulement historicisé, mais aussi humanisé. Cette façon de ne pas effacer l'humanité est probablement une manière de mettre l'accent sur ce qui constitue l'un des objets les plus importants de la collection Petite Planète, l'être humain. Cet argument est renforcé par le fait que chaque volume contient toujours des chapitres sur la famille, la position de la femme, les travailleurs, les syndicats, la vie politique, les artistes, les écrivains, bref, tout ce qui fait la vie quotidienne des habitants des territoires évoqués. Ces différents exemples témoignent d'une manière particulière au sein de la collection Petite Planète d'aborder le patrimoine en décalage avec ce qui se fait généralement dans la plupart des autres collections de portraits de pays. Au sein des volumes de la collection éditée au Seuil, le patrimoine n'est pas une fin en soi, mais un objet parmi d'autres. L'ancien est rétabli dans sa simple condition de trace, de témoignage du passé. Le nouveau est quant à lui présenté avant tout pour sa modernité et parfois le patrimoine est tout simplement nié, ignoré, occulté. En fin de compte, il descend du piédestal sur lequel beaucoup d'autres portraits de pays l'ont installé. Il perd son côté primordial, sacré, intemporel. Au sein des petites planètes, il devient objet, décor. Il est montré à travers les yeux des hommes et figure parmi ceux-ci. Il est humanisé et s'efface au profit de l'homme, surtout à travers le prisme des images. Au final, le traitement du patrimoine dans la collection Petite Planète reprend une idée déjà développée un an auparavant, la publication des premiers volumes. Dans le court-métrage, les statues meurent aussi, co-réalisé par Chris Marker, Alain Renet et Guylain Cloquet. Dans celui-ci, les colonisateurs débarquant en Afrique comme des martiens sur Terre se sont emparés de nombreux objets africains du quotidien pour les enfermer dans des musées, en les sacralisant et en les privant de leurs usages originels, de leur signification première. Et au lieu de continuer à vivre dans leur contexte, ces objets, muséifiés, sont entrés dans le domaine de la mort. À sa manière, le traitement du patrimoine dans Petite Planète fait écho à cette idée. Plutôt que de l'enfermer dans de belles héliogravures miroitantes comme les vitrines d'un musée au sein de beaux livres, dans cette collection populaire, le patrimoine est montré dans son quotidien, dans son présent, loin des stéréotypes et des clichés instrumentalisés pour touristes curieux et pour amateurs de vieilles pierres. Le patrimoine dans Petite Planète est vivant, comme le sont les populations présentées. Merci à tous pour votre attention.
Merci beaucoup, Quentin, pour votre conférence. On s'est régalé les yeux aussi. J'aurais des questions à vous poser, mais je vais peut-être ouvrir d'abord la séance à tous. N'hésitez pas à prendre la parole. On peut peut-être repasser en vue galerie. Alors, je crois que Marcella a une question. Oui, merci beaucoup pour cette communication. J'aurais une petite question avec 3 sous-questions de détail par rapport au contexte éditorial de cette collection. Oui. Par rapport aux rééditions, en fait, est-ce que tu sais si ces rééditions étaient systématiques, si elles étaient prévues en gros dans le programme d'édition de la collection? Qui faisait ces mises à jour? Est-ce que c'était l'éditeur qui les demandait? Est-ce que c'était les auteurs qui remettaient à jour ces volumes? Et puis aussi, est-ce qu'on sait pour cette série qui se focalise, comme tu dis, surtout sur le présent des pays portraiturés, est-ce qu'on sait pourquoi la série s'est arrêtée? Est-ce qu'il y a des traces de ça? Est-ce que peut-être tu as pu voir des archives? Voilà mes 3 sous-questions. Parfait, ben, j'ai réponse à tes 3 questions. Alors, les mises à jour, en fait, elles étaient prévues dans le contrat, dans les contrats. Donc, les auteurs étaient forcés de fournir des mises à jour assez régulièrement à chaque réédition. Donc, généralement, dès que les stocks se vidaient, on y recevait un courrier pour les inviter à réécrire des parties, à voir s'ils voulaient apporter des corrections à leur manuscrit. Il y avait différents types. Donc, au fur et à mesure des années, forcément, les portraits devenaient vraiment caducs. Et donc, on leur demandait parfois de reproduire un nouvel ouvrage s'ils voulaient, s'ils pouvaient donner à différentes situations. Donc, parfois, les auteurs refusaient, parfois, certains auteurs étaient morts, et là, il fallait aussi retrouver d'autres auteurs. Il y a aussi des cas dans les livres qui sont écrits à plusieurs mains, d'auteurs qui vont se brouiller entre eux, et donc, il va falloir trouver de nouveaux auteurs pour les réécrire. Donc, c'est pour ça que parfois, ça peut être vraiment très différent d'un livre à l'autre. Certains vont être édités, certains vont parfois avoir de nouveaux auteurs, de mises à jour. Et voilà. Alors, qui le fait? Donc, les auteurs essentiellement. Parfois aussi, ça peut arriver pour les annexes, notamment, je me rappelle d'avoir lu sur les annexes, parfois il y a des discographies, et là, ils demandaient à une personne qui s'occupait d'une institution musicale, en tout cas, de voir un peu s'il n'y avait pas des disques à conseiller et tout ça, mais ça, c'est plus pour les annexes. Et l'arrêt de la collection, en fait, la collection ne s'est pas tout à fait arrêtée. Donc, il y a d'abord un problème financier. Il y a eu beaucoup de problèmes de vente aussi. Donc, les collections se vendaient de moins en moins. Et il y a eu pas mal de. Comment dire? Donc, oui, donc, de volonté. C'est ça que tu voulais Non, dire? oui, c'est ça, de volonté de les modifier. Donc, ils hésitaient, par exemple, d'apporter plus d'images couleurs ou de réduire un peu les textes qui étaient peut-être un peu trop longs pour l'époque présente. Ça va généralement donner lieu à rien à cause des coûts financiers qui vont être, notamment pour les couleurs, qui vont être énormes. Et finalement, la collection va plus ou moins disparaître, mais elle va aussi plus ou moins survivre à travers les Points Planètes, qui sont une collection qui va apparaître fin des années 80, début 90, et dont d'ailleurs certains titres vont être pris dans cette collection, mais sans l'engouement et l'originalité qui était à la base. Et dans le même format alors? Oui, oui, j'en ai quelques-uns ici, mais oui, c'est vraiment c'est le format point, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Vas-y, David. J'ai levé la main en premier, mais moi, je suis régulièrement le travail de Quentin, donc je préfère à la limite que d'autres personnes interagissent. Et puis, s'il y a encore du temps, je le ferai. Donc, si Olivier, je t'en prie, vas-y. Merci David, merci Quentin pour cette communication extrêmement claire et voilà, très, très intéressante. Je me posais deux types de questions. Une première question qui rejoint un peu des considérations éditoriales sur la place des auteurs dans le processus. Alors, vous avez déjà un petit peu abordé. Je voulais savoir voilà, quelle était la part de commande de la part de la direction de la collection ou d'initiative ou de proposition des auteurs. Et aussi, alors, je n'ai pas peut-être regardé assez attentivement, mais qu'en est-il de la signature? Il me semblait que sur certaines couvertures, les noms d'auteurs n'apparaissaient pas, tandis que parfois, elle peut apparaître. Donc, est-ce qu'il y a des variations qui sont liées au statut des auteurs ou à une volonté de les mettre en avant ou pas?
Et une autre question sur le contenu davantage, pour savoir si, voilà, est-ce que c'est vraiment un lieu, est-ce qu'il y a de l'occasion de nouer un dialogue avec des sciences humaines, par exemple, avec la géographie, ou alors est-ce qu'on n'est pas du tout dans ce type de considération, la géographie, la sociologie ou l'histoire, ou alors est-ce que vraiment on laisse à la marge ces disciplines? Alors, pour la question de la commande de la proposition, malheureusement, pour la période marqueur, il n'y a pas ou très peu d'archives. Mais là, on serait plutôt dans une logique apparemment de commande parce que beaucoup des premiers auteurs sont des proches du réseau marqueur, des éditions du Seuil, de la revue Esprit. Donc, c'est vraiment tout un petit groupe de gens qui ont l'air de se connaître et de graviter ensemble. Par contre, après, dans les archives que j'ai pu consulter sur la période plus qui va à partir des années 60-70, donc la période de direction sous Simone Lacouture, là, on revoit, il y a généralement des lettres de proposition d'auteurs qui se disent spécialistes d'un tel pays, qui se proposent d'écrire des livres sur tel ou tel pays, même si souvent ça donne pas forcément lieu à, ça n'aboutit pas forcément, mais là, on reçoit on voit plus de propositions de la part des auteurs. Alors les signatures, ça, donc au départ, elles étaient donc dans les premiers volumes, les noms n'apparaissaient pas en couverture. Et puis petit à petit, il va y avoir une volonté de les mettre en avant, mais je ne sais pas spécialement s'il y avait une raison à ça au départ. Donc je sais qu'après ils vont être mis parce que certains auteurs le réclamaient, par exemple, mais au départ, c'est pas lié à un statut ou quoi. C'était vraiment personne n'avait son nom affiché au départ. Et après, ils les ont mis progressivement pour tout le monde. Et alors, pour le contenu avec le dialogue avec les différentes sciences, généralement, on peut parler de vulgarisation pour quand ils abordent les différents sujets, que ce soit l'histoire, la géographie et tout ça. Donc, ce sont un contenu de vulgarisation de ces sciences. Je ne sais pas si ça répond. Si, parfaitement, merci. Moi, j'aurais une question. J'étais frappée au début par une image qui est passée un petit peu vite. Alors, je fais peut-être une confusion, mais j'ai bien l'impression que c'était la liste des ouvrages disponibles sur Petite Planète qui était passée avec les noms d'auteurs. Un peu, là, oui. Celle-ci, peut-être? Non, c'était la 12. La 12. Ah oui, oui. Ah non, c'est pas la 12. Pardon. C'était avant où on voyait le nom, on voyait un certain nombre de noms d'auteurs. Voilà, c'est la petite. Oui, c'était là, la 7. Ah oui, oui, oui. Et Ça, j'étais frappée par. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes. En tout cas, j'avais relevé un certain nombre de noms d'auteurs qui sont devenus prestigieux, qui ne l'étaient peut-être pas à l'époque, qui étaient ceux de François-Régis Bastide, de Zérafa, de Armand Gatti, etc. C'était bien des auteurs de Petite Planète? Oui, oui, mais à l'époque, souvent, ils n'étaient pas. Donc, on était dans les années 50, donc la Voilà, plupart n'étaient mais pas forcément encore. c'est une réaction à ce qui venait d'être dit. Ça explique peut-être que, d'abord, il faut remarquer que quand même, il y avait eu un excellent choix qui avait été fait sur des critères d'écriture aussi, sans doute, même si leur nom n'apparaissait pas au début. Mais ça explique que peut-être aussi, ensuite, on ait fait apparaître les noms, parce que ces gens-là avaient de multiples ouvrages parus, une notoriété qui s'était quand même répandue et, et n'auraient peut-être pas accepté de rester indéfiniment des anonymes pour ces premiers ouvrages, je ne sais pas. En tout cas, l'éditeur avait tout intérêt à faire apparaître eh bien, l'excellence de ses premiers choix et de ce qui avait fait sa collection. Donc, bon, peut-être il n'est pas resté fidèle à ce qui avait été son principe de départ, mais il a récupéré tout de même la notoriété des gens qu'il avait été si bien avisé d'avoir choisi. On peut penser ça. Si je peux me permettre d'intervenir dans le prolongement de ce que dit Marie-Paul à l'instant, c'est qu'il y a ce changement de direction aussi. Au début, c'est Chris Marker, il fait jouer son réseau, après il disparaît, il s'en occupe plus du tout. Et donc, c'est plus la même personne qui est à l'initiative. Et donc, il y a une évolution de l'histoire de la collection et des statuts des différents auteurs, mais il faut aussi avoir bien conscience que dans je dirais, le biotope de collection qui existe à cette époque-là, on en a recensé entre, je dirais, 12 et 15. C'est une des
seul avec la collection OD qui est une collection de poche. Et par ailleurs, du point de vue de la politique éditoriale, c'est une des très rares collections qui ne fait pas systématiquement, vraiment pas du tout, appel à des écrivains qui ont déjà une renommée établie. Parce que la plupart des autres collections font appel à des gens comme Cocteau, Giono, Sandrard, qui sont quand même des noms qui pèsent après la guerre. Et donc, naturellement, ils mettent les noms des auteurs en avant, même quand ils sont les simples préfaciers. Alors qu'ici, ils fournissent un texte beaucoup plus substantiel et la politique de collection par rapport à la mise en avant des auteurs est complètement différente. Mais effectivement, il y a une évolution pour Il y a une certains d'entre eux. évolution. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre eux, je pense. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Quentin. Il y a une exception qui m'a beaucoup frappé et que je n'ai jamais vraiment comprise, c'est le Liban, où là, c'est André Chédid qui l'écrit et qui est déjà célèbre à ce moment-là. Mais c'est pratiquement le seul cas de figure. Voilà, c'est tout. C'est pratiquement le seul. Donc, il y en a qui ont déjà écrit quelques ouvrages, mais c'est vraiment, parfois pour certains, c'est même leur premier ou leur seul ouvrage. Donc, c'est vraiment une des seules qui est déjà connue au moment d'écrire, je pense. Mais donc, il y a une évolution qui va quand même dans le sens d'une patrimonialisation de la collection elle-même. Oui, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de l'affichage des noms. De toute façon, je ne pense pas que ce soit volontaire. C'est plus, c'est pas pour pas une idée de mettre en avant les auteurs forcément. Je pense que c'est plus parce que ce sera fait pour tous les auteurs, même ceux qui arrivent sur le tard et qui ne seront pas connus non plus forcément. Donc, je vois des questions chez Mathilde et Marcella. Je me lance. Merci beaucoup, Quentin, pour cette présentation. J'avais une question sur la notion de tourisme, parce que tu indiques que la collection Petite Planète donc, montre des images anti-touristiques, se présente presque comme un anti-guide touristique. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut considérer la position éditoriale de la collection vis-à-vis de la notion de tourisme elle-même? Parce que le tourisme est toujours déception. Tu le soulignais avec Goethe, on connaît bien toute la théorie autour du syndrome de Paris qui a été développée pour les touristes japonais. Quelle est la position de cette collection vis-à-vis de la notion de tourisme elle-même? Est-ce qu'elle la remplace par autre chose? Et si oui, par quoi? Quel est le terme ou quels sont les termes qui viendraient remplacer le terme de tourisme? Et penses-tu qu'il y a une volonté de faire de ces livres des guides anti-touristiques ou bien pas du tout des guides? Alors, je pense que la définition de marqueur est assez intéressante, qui est plus longue d'ailleurs, sur le positionnement par rapport. Donc là, il parle un peu plus de conversation avec une personne intelligente et tout. Je pense qu'on n'est pas forcément sur une conversation ou sur un dialogue, parce qu'il n'y a finalement que l'auteur qui parle. C'est vraiment l'auteur qui va présenter le pays. Et par rapport au tourisme, c'est assez paradoxal, parce que parfois, il y a des recommandations, surtout plus tard. Il y a notamment un accord qui s'est fait avec certains guides pour citer les guides en bibliographie. Mais il y a parfois une critique assez vive du tourisme et parfois des auteurs, comme je l'expliquais, qui peuvent presque donner des itinéraires à suivre ou parler, ou presque dire, se mettre à conseiller des choses à d'éventuels touristes. Mais c'est souvent, toutes ces parties sont souvent, et notamment toutes les informations pratiques qui constituent d'ailleurs la plupart des guides, sont reléguées dans les quelques pages à la fin des tomes, mais parfois de manière assez ironique. Je sais que par exemple en Irlande, il est mis quelque chose comme contrairement aux idées reçues, vous n'avez pas besoin d'un gilet pare-balles pour voyager en Irlande. Donc c'est assez. Donc, le tourisme est parfois un peu tourné en critiqué, parfois tourné de manière ridiculisée un peu, il y a un espèce cynique, mais parfois aussi il y a quand même toute une partie où il conseille des adresses et tout ça, donc c'est assez paradoxal. Mais je dirais pas un anti-guide, mais plus une autre proposition par rapport au tourisme qui voudrait, oui, s'axer sur plus la connaissance du pays, aussi la connaissance des gens. Si je peux me permettre d'ajouter une chose, c'est que dans l'imaginaire touristique, de manière générale, je renvoie aux travaux de Jean-Didier Urbain et à son bouquin très très drôle qui s'appelle L'idiot du voyage. Toute littérature
viatique de manière générale, et ça va même jusque dans les guides touristiques les plus touristico-touristiques. Il faut critiquer le tourisme et le fait qu'il y en a trop. Au fond, pour le tourisme, l'enfer, c'est toujours les autres touristes. Et donc, la seule chose qui est donc le fait d'avoir un discours assez incisif par rapport, un positionnement incisif par rapport au tourisme et à la représentation qu'on en donne, n'est pas particulier à Petite Planète. Ça se trouve dans tous les ouvrages de ce type-là. Il est peut-être plus virulent, en tout cas certainement. En fait, ce qui a étudié, c'est ce qui est spécifique ici, et c'est, je dirais, oui, une ironie beaucoup plus forte et systématique, et je dirais un positionnement en contrepoint, notamment dans les fins de volume dont parlait Quentin, qui s'explique parce qu'on ne trouve pas ça dans les volumes de format plus grand de portraits de pays, qui s'explique par le fait que les petites planètes ont des formats, puisque ce sont des livres de poche, de guides touristiques, et que donc on pourrait plus facilement les confondre avec eux que des albums de la Guilde du Livre qui sont plus grands que des formats A4. À aucun moment on peut imaginer que des volumes plus grands sont des guides touristiques, tout simplement parce que ce n'est pas maniable en se baladant. Voilà. Pour ajouter, je pense que le lecteur d'un Petite Planète verra très vite qu'il n'a pas affaire à un guide touristique. Déjà, par exemple, la table des matières qui est souvent très farfelue selon les volumes et tout. Donc, c'est vraiment… Merci beaucoup. Marcella? Oui, merci. Est-ce que, Quentin, tu pourrais élaborer un peu, alors j'espère que ce n'est pas moi qui ai raté un détail dans ta présentation, mais un peu élaborer par rapport au rapport ou peut-être au manque de rapport que cette collection entretient avec la littérature du pays portraituré, parce que j'ai vu dans bon nombre de portraits de pays cette tendance à faire référence à des œuvres littéraires produites par le pays en question. Et du coup, est-ce qu'il y a des mentions soit du patrimoine littéraire du pays, soit de la littérature contemporaine, puisque cette série est plus focalisée sur le présent? Je comptais en parler un peu, mais c'était un peu par manque de place, donc je n'ai pas pu l'évoquer. Mais il y a toujours, quasiment dans les Petites Planètes, un chapitre consacré à la littérature du pays, donc où sont évoqués tous les différents auteurs. Bon, ça dépend bien sûr des pays, parce que certains n'ont pas forcément beaucoup d'auteurs connus, mais il y a toujours un chapitre qui va parler de la littérature du pays, ou parfois aussi on trouve beaucoup de citations d'auteurs qui ont parlé, donc d'auteurs francophones, qui ont parlé des pays en question, et parfois sous la forme d'anthologie. Donc, dans Tahiti, par exemple, il y a une anthologie de plusieurs pages qui reprend toutes des citations d'auteurs sur Tahiti. Donc, il y a quand même, la littérature est vraiment présente dans la collection et il y a toujours un chapitre qui est presque un chapitre d'histoire littéraire, de vulgarisation plutôt, sur cette thématique, présent dans tous les volumes. Et est-ce qu'il y a un discours critique autour de cette littérature ou c'est juste des morceaux choisis? Généralement, c'est plus une présentation, des conseils d'auteurs, mais il n'y a pas, je pense, pas de souvenance de critique vraiment vive ou de positionnement par rapport à… C'est plutôt la présentation et la vulgarisation. Merci. Mathilde, si tu veux bien me donner la parole, je la prends volontiers. Je t'en prie. Merci. J'avais 2-3 remarques, oui. Alors, une réaction par rapport à dans le prolongement de ce que disait Marie-Paule Béranger. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire que la collection, de manière générale, et notamment par le biais de la mise en avant des noms des auteurs, se patrimonialise. J'aurais tendance à penser en fait le contraire, même dans toute la matérialité, le choix du format, le type de papier et le choix des images, on a affaire à une sorte de collection anti-patrimoniale, parce que la plupart des autres collections, qu'elles soient plus ou moins luxueuses, relèvent, disons, grosso modo, de ce secteur du livre pour lequel on parle de demi-luxe. Donc, ce n'est pas des ouvrages extraordinairement luxueux, mais enfin, il y a un soin qui est apporté à la reproduction, c'est souvent des hardcovers, c'est des choses qu'on ne trouve pas si fréquemment que cela, et bon, qui coûtent un peu plus cher. Et là, le positionnement de Petite Planète est radicalement différent de cela. Et donc, je pense que même jusque dans le format, il y a une volonté de se montrer
peut-être pas anti-patrimonial, c'est un peu difficile à cerner, mais en tout cas, je dirais d'avoir un rapport très décomplexé au patrimoine. Voilà, un rapport de familiarité qui explique que on peut voir devant la Sainte-Sophie à Istanbul, quelqu'un qui pend son linge, enfin c'est des choses. Puis des angles de vue, je ne sais plus si Quentin l'a dit, mais on en avait un petit peu discuté. Quand on regarde les angles de vue, merci, qui sont choisis, on n'a pas affaire à une mise en valeur des bâtiments, notamment patrimoniaux, dans une sorte d'écrin, comme s'ils étaient posés dans une vitrine et totalement déconnectés. On a toujours, enfin, très fréquemment affaire à des points de vue qui sont des points de vue à hauteur d'individus, en fait. Le photographe n'est pas allé se percher à un endroit pour voilà, avoir une vision disons de classique carte postale. Donc ça, c'était une première remarque. J'avais une remarque de détail, mais comme quoi parfois les détails sont importants. Est-ce que tu pourrais nous remettre la gare de Rome, s'il te plaît, Quentin, parce que j'avais un souvenir. Voilà. Alors, si tu peux un peu zoomer, je ne sais pas si c'est jouable, sur la légende, en fait, donc si je vais le lire, hein. À l'arrière-plan, le fragment du mur de Servius Tullius qui a dicté cette forme, qui a donc dicté la forme de la gare. Ce qui veut dire que le patrimoine, enfin le patrimoine, disons les prouesses architecturales spectaculaires contemporaines sont quand même, en définitive, même si elles sont mises en avant, rapportées à un patrimoine, même si ce patrimoine figure au fond de l'image, derrière la vitre là-bas. Et je crois que le texte qui précède ou suit directement parle de ce rapprochement. Donc, il y a quand même la mise en rapport avec le fait de souligner que l'architecture contemporaine se base sur un patrimoine finalement ancien. La page, si tu veux bien la remettre sur les sphinx, ce qui est très frappant à ce sujet, me semble-t-il, c'est pas seulement le caractère un peu, disons, désinvolte et décomplexé là aussi du patrimoine, c'est le fait qu'on ait 4 fois le sphinx. Et donc, ce qui est pratiquement mis en avant, et il m'a semblé le voir aussi à la suite d'autres pages ou double pages que tu as montrées, c'est que ce n'est pas seulement l'objet qui est mis en avant, c'est le regard qu'on pose sur lui, voire la production d'images dont il fait l'objet. Hein, ça paraît ici très, très largement évident. Ce qu'on montre, la première ici, c'est une photographie qui est prise, mais celle du dessous, on voit aussi quelqu'un qui pose. Donc, on est bien conscient de… Enfin, ce qui transparaît, ce n'est pas seulement le sphinx, c'est le fait qu'on le prenne en image et que les gens le prennent en image en se positionnant devant lui. Et il y a d'autres cas de figure que j'ai vu passer. Par exemple, tout simplement, alors c'est très marquerien là dans la thématique, le fait d'aborder le réel par la production d'images qui sont générées à leur sujet. C'est au fond le propos des statues meurtres aussi, et notamment de l'image que tu as choisie, où on voit cette dame qui regarde, au fond l'idée c'est elle regarde un patrimoine qui est celui du pays dont elle est originaire ou de la contrée dont elle est originaire ou celui de ses ancêtres, mais on la voit regarder, donc on est vraiment dans un jeu d'images, et le fait de mettre en vitrine ces objets les institue comme des images au fond. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore noté ? Non, oui, le fait, oui, ce que tu disais, je relativiserais ou j'introduirais peut-être une nuance dans ce que tu disais par rapport à l'humanisation du patrimoine. Je pense aussi que la manière dont les images retenues et les textes qui les accompagnent façonnent les choses, c'est aussi l'idée de tourner en dérision. Ce n'est pas simplement de les rendre plus humains. Là encore, Sainte-Sophie, le Sphinx, etc. C'est aussi très, très rigolo, et c'est le contraste. À mon avis, je ne sais pas si tout d'un coup, ça me traverse l'esprit, hein, je réfléchis tout haut, mais si tu ne pourrais pas voir du côté du carnavalesque bakhtinien quelque chose d'utile pour rendre compte de ce qui se passe ici, puisque au fond, il y a une inversion me semble-t-il, c'est une hypothèse possible, il y a peut-être quelque chose comme une inversion des valeurs, le patrimoine étant, je dirais, la chose qu'il faut révérer, et c'est précisément l'inverse que fait presque systématiquement Petite Planète. Voilà. Oui, de toute façon, l'ironie et tout ça devrait être soulevé pour la collection, parce que c'est vraiment dans les textes, dans les images, c'est vraiment très présent.
et même le côté carnavalesque, parce que finalement, il y a beaucoup de portraits, enfin, de pays où ils montrent des images de folklore et de carnaval. Donc, il y a clairement un lien aussi à faire. Oui, oui, mais je veux dire, les images de folklore ou de carnaval, sur n'importe quel livre sur le Brésil, même très classico-classique, tu Oui, vas sur avoir le des Brésil, images de carnaval. Ça ne veut pas dire que le livre lui-même adopte une tonalité carnavalesque. Tu vois? non, non, mais là, c'est vraiment enfin, même sur la Belgique ou des choses comme ça. Donc, c'est que le Brésil, ça semble un peu évident, mais même d'autres pays où c'est pas Bien des forcément villes de évident. Binge pour la Belgique, ouais. Ouais, ouais. Et même pour, je crois, l'Autriche, la Suisse, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Donc, Ok, ok. Bon, bah, on en reparle. Voilà, ouais. j'ai vidé mon sac de mon côté.